Bonjour Nicolas Eulens, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler. On a parlé du Kazakhgate, des fonds libyens, de la question de la Russie et de ses émissions dans l'État belge, mais non, c'est plutôt tous les complices, toutes les officines, tous les organes qui sont autour de toutes ces, disons, magouilles belges. Ça commence un peu comment expliquez-nous. Mais je voudrais juste revenir à un discours qui a été fait en mai 2016, exactement le 15 mai 2016, par le président de la Cour de cassation, qui est donc le premier magistrat du pays, Jean Decotte. Jean Decotte a dit ce jour-là, la Belgique n'est plus un état de droit, mais c'est devenu un état voyou. Donc en clair, il faisait allusion au fait que le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, était systématiquement mis en difficulté par le pouvoir exécutif et qui n'avait plus les moyens d'exercer ses fonctions. Je pense qu'il faisait probablement état aussi de la déliquescence de l'État fédéral et de la prise en main par des gens comme Didier Reynders et Jean-Claude Fontenoy. Nous avons vu qu'ils sont lourdement impliqués dans le transfert de la police fédérale et les affaires de corruption qui entachent ce transfert, qui sont impliqués dans le Kazakhgate, qui sont impliqués dans le dégel des fonds libyens, qui était pourtant interdit par l'ONU. Nous avons vu qu'ils ont des rapports avec les services de renseignement russes et qu'ils ont rendu des services à la Russie. Donc comment tout ça est possible? Tout ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut en fait une structure. Et je vais peut-être rapidement souligner la responsabilité de quelques personnes ou de quelques structures autour de ces deux individus qui ont permis en fait tout ceci. Je vais rappeler aussi que grâce malheureusement au fait que des attentats aient été commis sur le territoire belge et le territoire français, M. Reynders et M. Fontenoy ont pu obtenir l'émasculation littérale du système défensif belge par la fin de la section économique de la Sûreté de l'État qui a été carrément supprimée, la fin de la section qui s'occupait de blanchiment en matière d'objets d'art et qui était bien utile par rapport à l'utilisation de ces objets d'art dans la méthode entre guillemets Claude Guéant et le fait que des politiciens utilisent cette méthode pour du blanchiment et de la corruption, la réduction des effectifs de l'OCDFO. Alors l'OCDFO, pour les gens qui ne connaissent pas cet acronyme, c'est l'Office central de la grande délinquance financière. Donc en fait c'est le bras armé du juge Claes. Et à un moment, ce bras armé est descendu de 70 policiers à 18 policiers. Donc on a fait en sorte que cette unité soit totalement ineffective. Il en était de même pour l'Office central contre la corruption, qui est descendu de 80 à 27 policiers. Donc dans des conditions pareilles, toutes les exactions dont j'ai fait allusion, qui ne sont à mon avis que la face visible de l'iceberg, ont été possibles. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que toutes ces exactions, justement, qui devraient amener à des enquêtes, à des inculpations, ne mènent à rien. Et c'est aussi ça qui explique le démantèlement de ces sections. C'est ce qui explique qu'en fait, ils sont totalement. On est dans un régime d'impunité complète. Dans un régime d'impunité complète. Et je reviens de nouveau sur l'article du VIF de M. De Noël, qui compare la Belgique avec la France, où on constate que les politiciens français sont poursuivis alors que les politiciens belges vivent dans un état d'impunité et qui crée un malaise réel dans la population belge. J'ai lu un sondage, la population belge a confiance en son armée, la population belge a confiance dans son personnel médical et ses hôpitaux, à plus de 80%. Cette confiance tombe à moins de 30% concernant les politiciens. Les politiciens ont une cote de popularité qui n'a jamais été aussi basse. Voilà. On le verra, c'est aussi ce genre de personnes qui devraient être mis en examen, qui vont prendre des grandes décisions, qui vont libérer certains budgets, souvent dans le non dans l'intérêt du peuple. Mais on retrouve aussi les complices, hein, des copains qu'on a déjà Alors, longuement vus dans d'autres vidéos et dans d'autres articles. voilà, donc nous sommes à la cinquième version, au cinquième épisode avec Kairos.
Je vais peut-être rappeler que certains personnages ont déjà été mis en lumière, comme Ernest Delamine, qui dirige un cercle international diplomatique, qui a été nommé baron à titre héréditaire par Didier Reynders sans véritable raison, et dont on peut se demander si sa proximité avec des services de renseignement tiers ne pose pas de lourds problèmes, et je fais allusion aux Russes et aux Chinois. On peut parler de Didier Mattray, l'avocat de Didier Reynders, dont on peut constater quand on regarde sur Cumuléo qu'il a 13 mandats, qu'il est extrêmement utile à M. Reynders parce qu'il a des mandats clés au sein de la Banque nationale. Banque nationale qui est un organe extrêmement important dans le cadre du dégel des fonds libyens. By the way, ces mandats sont rémunérés, donc l'avocat de Didier Reynders, il est rémunéré par la Banque nationale, est-ce que c'est normal? Vous le retrouvez aussi à la tête de la commission héraldique, et je viens d'expliquer que M. Reynders utilise cette capacité-là pour nommer parfois certains de ses complices, que M. Delamine a des titres héraldiques, il a été nommé baron. Donc c'est lui qui décide de l'anoblissement. On peut... Oui, effectivement. C'est oui. ça, il faut rappeler la commission héraldique. Donc la commission, son titre est plus compliqué que ça, mais c'est la commission qui va permettre la nomination, puisqu'on est dans un royaume, de certaines personnes. Traditionnellement, c'est une compétence qui relève du pouvoir régalien, c'est-à-dire du roi. Sauf que là, c'était plutôt le cabinet à l'époque de Didier Reynders qui, via la commission, proposait les gens qui voulaient anoblir. Donc, je vais vous donner une petite anecdote à titre personnel. Depuis que j'ai décidé de ne plus me taire, j'ai reçu des centaines de messages de soutien, des centaines, ce qui prouve qu'il y a quand même un malaise réel dans la société. J'ai reçu 1 ou 2 messages négatifs. Ces messages négatifs, ils viennent de gens qui ont été nommés baron, comte, par Didier Mattray, et qui ne trouvent pas drôle du tout qu'on mette en lumière le fait que Didier Reynders a pu exercer cette fonction et que ce n'est pas le roi qui l'a fait. Donc ces personnages-là se sont manifestés de façon parfois assez négative. Alors Koen Bleijweert, qu'on retrouve aussi. Alors Koen Bleijweert est officiellement lobbyiste, mais je vous avais expliqué que si vous tapez son nom sur internet et que vous parlez le flamand, vous en avez pour 2 bonnes heures et que vous n'allez pas vous embêter. Koen Bleijweert est donc un personnage clé dans les marchés entachés de corruption liés principalement à l'immobilier. Et c'est lui qui a permis à toute l'affaire du déménagement de la police fédérale de se passer avec un dispatching en fait entre plusieurs partis politiques au niveau de la commission occulte. Vous retrouvez dans le même marché Luc Joris qui est administrateur de la Fabrique nationale alors qu'il est médecin, Luc Joris qui a été impliqué dans plusieurs scandales, Luc Joris dont la proximité avec le Parti socialiste est très forte, et Luc Joris qui s'avère être un partenaire permanent de M. Fontinoy, et qu'on a retrouvé dans le conseil d'administration de la SNCB avec M. Fontinoy, et dont plusieurs témoins nous disent que les décisions sont prises de concert entre lui et M. Fontinoy. Donc tous ces individus-là, on les a retrouvés dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents. Mais je fais rapidement un retour sur eux. Alors, on retrouve également, très bizarrement, des mouvements philosophiques, comme l'Ordre de Malte. Et ça, évidemment, on le retrouve dans l'affaire dite du Kazakh-Gate. Qu'est-ce que l'Ordre de Malte vient faire dans cette galère? Eh bien, on retrouve des personnages comme Jean-Pierre Mazery, qui était en fait l'équivalent du Premier ministre de cette institution. On retrouve Jean-François Desrosiers. Fortement impliqué dans le Kazakh-Gate. Fortement impliqué dans le Kazakh-Gate. Et derrière Catherine de Gaulle, l'avocate. Tous ces gens font partie de l'Ordre de Malte international. L'Ordre de Malte international apparaît comme en fait une vitrine, ou en tout cas une protection, plutôt une protection et une couverture pour les services de renseignement français. Mais en Belgique, on retrouve un Ordre de Malte qui normalement est extrêmement bien géré par des gens compétents et sans problème aucun. Mais néanmoins, on constate que Olivier Tunissen, qui est donc
le blanchisseur via le monde de l'art de Didier Renders. Dire, on pense beaucoup d'éléments nous amènent vers lui. Oui, mais on pense que beaucoup d'éléments nous amènent vers lui, puisqu'il a été décoré par 2 fois par Didier Renders, sans véritable motif. Il s'est rendu à Paris, il a vu des gens proches de M. Sarkozy, Il est à la requête de Didier Renders. Il était même sur les listes, si je ne me trompe, du MR. Il était sur les listes du MR, oui. Donc Olivier Tonissen, on le trouve présent dans une société qui s'appelle ITB TradeTech SA. Cette société qui a eu comme président Didier Renders. Et donc qui fabrique des traverses de chemin de fer pour principalement l'Afrique. Que Kéros a révélé dans Oui. son article sur le Kazakh Gate. Et là, je vous renverrai effectivement sur cet article qui s'appelle Bienvenue en plutocratie et qui à bien des égards constitue un socle pour une bonne connaissance de ce dossier. On retrouve aussi, et on peut pour ce faire reprendre le trends du 14 août 2014, où M. Fontinoy explique qui sont ses amis. Cet article est très intéressant parce qu'on trouve des gens dans différents partis politiques. En fait, on trouve une multitude de personnes et cet article pourrait servir de base à une plus grande séance que celle-ci. Mais on trouve par exemple Jean-Paul Philippot qui dirige la RTBF ou Philippe Delusine qui dirige RTL. Donc depuis que je suis sorti du bois, j'ai fait littéralement l'objet d'une campagne de dénigrement de la part de la grande presse. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien de corrélation entre ces amitiés et cette campagne de presse et le fait que je n'ai pas pu voir un seul média grande presse depuis lors. Oui, on parlait de troisième pouvoir, mais c'est clair que le quatrième pouvoir, on est bien placé pour le savoir à Kéros, ne fait plus du tout ou très peu son travail et que évidemment quand on voit que Fontinoy et Philippot se connaissent et se fréquentent et de l'usine, c'est quasiment évident qu'il y a des liens dans l'omerta actuelle. Oui, et je pense qu'on est même véritablement dans une lutte entre la corruption et des forces actives et vives en Belgique. J'en veux pour preuve l'actualité. En fait, hier, il est apparu que vos collègues d'Apache, excellent média du nord du pays, ont, après avoir sorti un article sur un dîner au restaurant Hut for Neus où tout ce petit monde se retrouvait. Tout ce petit monde dont on pense qu'ils sont ennemis, alors qu'en fait, on a bien vu qu'ils se connaissaient tous, NVA, MR, PS, tous ensemble rigolent bien. Devant le roi et dans les négociations officielles, tous ces gens officiellement s'insultent quasiment, puisqu'on en est là, mais ils vont au restaurant ensemble, donc pour ce faire, vous pouvez taper sur votre ordinateur Hut for Neus, Apache, et vous les verrez tous quasiment. Pour l'anniversaire avec un manteau comme ça, mais vous les reconnaîtrez et ça donne envie de vomir, et pas d'autre terme. Pour l'anniversaire d'un promoteur immobilier, hein, faut-il le rappeler. Oui, mais donc ce promoteur immobilier a payé des officines de renseignement privé qui, pour 60 000 € ont suivi et cherché de nouveau des arguments à l'encontre de journalistes, à savoir les journalistes d'Apache. Et donc, on peut se poser des questions sur la notion de démocratie en Belgique en 2019. Mais ils ont aussi, ça doit peut-être être confirmé, mais ils ont aussi perdu des subsides. Oui, tout à fait. Donc, en simultané, Apache s'est vu supprimer 60 000 € de subsides, ce qui est énorme pour eux. Sachant que Hardwave apparaissait sur ces fameuses images du Forneus avec tout son état-major. Et donc, je pense qu'il n'a pas digéré et qu'il a fait payer ça à la presse alternative, qui pourtant est essentielle dans une démocratie. Mais la presse étant libre, on est quasiment sûr que le soir et la Libre Belgique vont relayer très vite cette attaque contre la liberté de la presse, puisque c'est quand même énorme. On retire des subsides à des journaux qui disent la vérité. On va voir si ça nous arrivera aussi chez Kéros, mais c'est quand même énorme. Donc il faut savoir que la presse en Belgique francophone reçoit, je pense, 140 millions, 138 millions pour être exact, de subsides. Ça constitue clairement aussi un levier qui fait que dans une attaque du système, vous n'aurez pas l'appui de la presse. Alors... Le Luxembourg. Oui, tout à fait. Donc,
M. Fontinoy a des amis aussi au Luxembourg, et dans l'affaire dite des fonds libyens gelés, je rappelle que ces fonds ne pouvaient pas être dégelés, qu'ils l'ont été, qu'ils étaient pour leur immense majorité détenus par Euroclear, et que Euroclear les a transférés vers le Luxembourg, vers HSBC. Donc clairement, on peut se poser des questions sur la responsabilité d'HSBC par rapport à ces virements et à la guerre en Libye. De nouveau, une enquête qui n'avance pas du tout. Et on a l'impression que les journalistes des presses alternatives font le travail des enquêteurs de la police judiciaire, ou en tout cas de la section économique, financière. Ça n'avance pas. Pour l'instant, il n'y a plus rien qui sort. Non, par contre, j'invite le téléspectateur à regarder 4 sujets qui sont sortis sur France 24 sur la guerre en Libye, et on met clairement en exergue la situation, la crise humanitaire et les trafics d'armes dans lesquels le dégel des fonds libyens ont une responsabilité écrasante. Je vous invite à regarder ça, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Alors, M. Renders a donc été disposé de 3 cabinets, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères longtemps, il a été précédemment ministre des Finances, il a été également vice-premier ministre, et enfin, il est maintenant également, il a été ministre de la Défense, puisqu'il est maintenant commissaire européen depuis une dizaine de jours. À la justice et à l'état de droit, rappelons-le. Voilà, oui. Incroyable. Et donc, Monsieur Renders a miné, il est donc lié au pouvoir belge depuis une trentaine d'années, et disons que j'ignore s'il a jamais fait son service militaire, mais si jamais il doit être un jour rappelé par l'armée, j'invite à le prendre dans une unité de génie, parce que il a littéralement miné tout le paysage politique, les administrations, les parastataux, en plaçant des hommes à lui à peu près partout. Il les a infiltrés partout. Voilà, exactement. Et donc on retrouve Alexia Bertrand maintenant comme parlementaire bruxelloise, mais elle brigue la direction du MR à Bruxelles. On retrouve Olivier Hénin comme directeur financier de la SNCB. Tous ces gens ont été chefs de cabinet de Didier Renders. On retrouve Peter Praat à la Banque nationale, et on a cité son importance dans l'affaire des fonds libyens gelés. On retrouve Jean-Claude Laz au SPF Finance, je ne sais pas s'il y est encore, mais il y est passé, ça c'est sûr. On retrouve Jean-Paul Servet à la FSMA. Donc, à la FSMA, donc, c'est le gendarme financier, et on peut se demander comment est-ce que Jean-Paul Servet a survécu aux 2 crises bancaires sans avoir perdu des plumes. Mais c'est une autre affaire, probablement qu'il a eu le support de Didier Renders. Et donc tous ces gens, plus un certain nombre d'autres chefs de cabinet que je ne nomme pas ici, sont quelque part des pions restés dans leurs fonctions et toujours aptes à supporter des décisions de Didier Renders. Il s'est constitué une véritable armée, en fin de compte, puisqu'il faut aussi savoir que tous ces gens qui sont quand même, disons, qui ont des postes importants, ont des gens en dessous d'eux, qui vont leur obéir, et donc qui vont obéir aux intérêts du réseau bleu, disons, comme on l'avait appelé. Voilà, alors les gens me diront que le Parti Socialiste a fait de même, c'est certain. À peu près tous les gros partis de l'État belge ont agi comme ça. Mais chez Didier Renders, c'est assez fort. Et je vais prendre par exemple l'exemple de la Sûreté de l'État, que je connais bien, puisque j'y ai travaillé 11 ans. On l'a vu dans une séquence préalable, mais Didier Renders a fait un parachutage d'un personnage qui venait directement de son cabinet, Hugues Brulin, comme numéro 3 de la Sûreté. On a mis à la tête du contre-espionnage Franck Jomain. On a mis à la tête des enquêtes de sécurité, ce qui a probablement permis à son frère de participer au chantier de l'OTAN, quelqu'un qui était proche du personnage précédent. Et enfin, un 4e personnage a fait partie de cette mafia-là et a été totalement clé pour augmenter ou supprimer des pressions de la part de la sûreté vis-à-vis d'adversaires ou d'amis de Didier Renders. On trouve aussi un personnage très intéressant aux affaires étrangères, un ancien ambassadeur du nom de Patrick Vercauteren. Patrick Vercauteren,
quasiment voisin de Didier Reynders, il habite dans sa rue. Il a été ambassadeur assez longuement au Maroc. Maroc où le frère de Didier Reynders a des intérêts. Tout à fait. Maroc où la légende veut que Didier Reynders ait une maison aussi. Maroc. En tout cas, on sait qu'il allait dans la maison d'Albert Frère, passer, je dirais, la maison. Exact. Oui. La Donc, villa d'Albert Frère, passer des vacances. Maroc dont la politique, par exemple, est soutenue par Didier Reynders en particulier quand il rend visite à l'Algérie et qu'il prend les positions marocaines par rapport au Sahara occidental. Donc Patrick Vercauteren est ambassadeur au Maroc assez longuement. Il est maintenant commissaire à l'exposition universelle de Dubaï, où le pavillon, qui est donc la future vitrine de l'État belge, est construit, je vous le donne en mille, par le bureau d'architecte Assar, dont le frère de M. Reynders, Tiens, Jean-Pierre, quel hasard. voilà, fait partie. Donc M. Reynders, frère, fait partie du bureau Assar, qui est responsable du pavillon belge. Alors, il est évident que la plupart des ministères, ici j'ai mis justice, mais la plupart des ministères recèlent des personnes qui ont été placées par M. Reynders ou par M. Fontinoy et qui sont donc capables d'avoir une influence importante. Concernant le dégel des fonds libyens, On retrouve Marc Monvaliou. on retrouve Marc Montbalu. Donc Marc Montbalu était littéralement le défenseur, le fusible de M. Reynders. Dans un premier temps, Marc Montbalu explique qu'il a dégelé, il était donc patron de la trésorerie. C'est lui qui dégèle les intérêts des fonds libyens, donc 2 milliards. Il les dégèle, et dans un premier temps, il s'adresse aux journalistes en disant « Est-ce que vous croyez que j'ai pris cette décision seul ?» Il est évident qu'il fait allusion à une décision de Didier Reynders, mais qu'il n'y a personne au-dessus de lui, sauf Didier Reynders. Un mois plus tard, quand il passe en commission d'enquête parlementaire, il se rétracte et il dit qu'il a pris cette décision tout seul. Comme il est déjà plus ou moins retraité, il ne lui arrive strictement rien, et donc il rentrera dans l'histoire comme quelqu'un qui a couvert la personne qui l'a fait nommer quelque part. Derrière tous les fonds libyens, on trouve une espèce d'excuse récurrente et fortement énervante, c'est que les ministres se sont pris leur décision suite à un avis du groupe Rolex. Donc quand vous êtes ministre, vous avez une responsabilité, c'est vous qui prenez les décisions, mais là, systématiquement, on se retranche derrière une décision d'experts. En fait, ce sont des conseillers pour les relations extérieures sur le plan européen. Et un ambassadeur belge du nom de François Dumont est chargé de servir de fusible aussi dans ce cadre-là. Proche également de Reynders, ou on ne sait pas. Mais vous pouvez voir sa photo et son interview. Sa photo, vous voyez qu'il avait plus embêté qu'autre chose. Et je pense que ça l'embête de servir de fusible. Voilà. Dans les histoires rendersiennes, vous voyez aussi qu'un ambassadeur à Rome, au Saint-Siège, sert de fusible aussi, est particulièrement attaqué par M. Reynders. Donc ça arrive assez fréquemment. Il en va de même d'un ancien ambassadeur du nom de De Krombrugge au Congo, qui lui aussi paye le fait qu'il n'a pas été suffisamment obéissant à M. Reynders et qui subit des attaques assez virulentes. Je voudrais également souligner le rôle des banquiers. Indispensable. Le nerf de la guerre, les banquiers, les féliciter pour leur politique extrêmement courageuse et leur dire que donc ils portent une responsabilité dans le drame libyen. Leur dire très clairement, je pense à Euroclear qui a permis le dégel des fonds libyens. En toute illégalité. Hein. Et dont certaines sources me disent qu'ils disposent d'une lettre du chef de cabinet de M. Reynders disant qu'ils ont reçu l'ordre et qu'ils sont assis sur cette lettre par laquelle ils ont la preuve qu'ils n'ont jamais fait qu'exécuter un ordre. Ils peuvent nous l'envoyer, on Oui. le recevra avec plaisir. Il en va de même de HSBC Luxembourg, j'ai déjà souligné, qui a reçu les mêmes fonds et qui les a envoyés après ça aux endroits adéquats pour financer la guerre en Libye. Je voudrais enfin souligner le rôle de Robert Clausewitz. Dont on a déjà parlé. Oui, vous vous souvenez que M. Reynders a payé soit via des antiquités,
soit via des investissements immobiliers. M. Fontinoy, par exemple, est assis sur une petite centaine de biens immobiliers, voire plus. Et enfin, arrive M. Robert Clauseus, qui lui est à l'extérieur du système. Il est donc à la tête en permanence d'une quinzaine de sociétés offshore, et on a vu l'intérêt de ces sociétés offshore, entre autres quand Démé, une société qui appartient au père de l'ancienne chef de cabinet de M. Renders. Cette société est impliquée dans un scandale de corruption en Russie. Ce sont les sociétés offshore qui permettent de faire des paiements occultes. C'est là que la justice belge a les plus grandes difficultés à trouver des preuves. Et donc, certaines personnes nous disent très clairement que les commissions occultes que M. Renders doit recevoir sont payées via des offshore gérés par M. Robert Clauseus. Ce nom, la justice belge l'a depuis avril de cette année, puisque le 10 avril, je fais des déclarations en disant qu'il suffit de faire ce qu'on appelle une téléphonie entre M. Renders et en tout cas M. Fontinoy et M. Clauseus pour voir qu'il y a des relations. Ils n'ont pas fait. Mais évidemment, tous ces devoirs d'enquête n'ont jamais été faits. Et donc, je voudrais également applaudir l'aide particulièrement efficace des auditeurs, et en particulier la société Deloitte, qui a permis, dans toutes les affaires louches de location ou de location par des grandes administrations belges de bâtiments, comme le déménagement de la police fédérale, la société Deloitte a donné un appui majeur à la régie des bâtiments et à M. Renders et à M. Fontinoy en particulier, pour éviter l'obligation de devoir répondre à des cahiers des charges, à des appels d'offres. Donc ce sont ces gens-là qui ont permis d'échapper à des obligations légales qui auraient dû empêcher M. Renders et M. Fontinoy de se faire trop embêter par ce genre de problème. Ils leur ont vendu certains services, puisque Deloitte connaît bien ces questions-là. Oui, tout à fait. Donc, ce sont littéralement des experts en cette matière et je suis très impressionné par leur travail. Et j'ai de la peine, vu le degré intellectuel de ces gens-là, c'est valable aussi pour tous les gens que je viens de citer auparavant. La plupart de ces gens sont dotés d'un niveau intellectuel très élevé. Et donc j'ai de la peine à croire qu'ils n'ont pas compris dans quel système ils jouaient. Ouais. Et il en est de même pour les gens de Deloitte, qui sont en général des gens extrêmement intelligents, et donc je pense qu'ils savaient très très bien dans quel jeu ils se trouvaient. Donc maintenant on retrouve la régie des bâtiments, on la connaît bien, hein, notamment dans la question du déménagement de la police fédérale, qui était présidée à l'époque, je crois, plus maintenant par Fontinoy. Qu'est-ce qu'elle fait là de nouveau Alors la régie des bâtiments, ça c'est très amusant aussi, parce que ça n'apparaît pas dans la presse actuelle, mais elle a déjà fait l'objet d'assez nombreux scandales, et il y a pour le moment un procès qui est en train de se terminer relatif au scandale de 2005. C'est dire si la justice est extrêmement rapide pour le moment en Belgique. Et donc le responsable de la régie de l'époque, sous les ordres de M. Fontinoy, s'appelait M. Evenepoel, et il est maintenant jugé en appel concernant ce scandale, lui, des entrepreneurs et des membres de la régie de l'époque. M. Evenepoel était remplacé par quelqu'un qui venait directement du cabinet Renders, M. Laurent Redax, qui a eu lui-même sous ses ordres M. Joy Donnet, et donc ces gens-là ont été clairement les exécutants de M. Fontinoy et de M. Renders. M. Joy Donnet, d'ailleurs, est à un moment parti travailler, après 10 ans à la régie des bâtiments, il est parti à la NVA. C'est lui qui vient chercher Bardo Wever avec une Porsche avec 2 plaques différentes et qui déchire le PV, alors qu'il va devenir adjoint de M. Jambon, et donc quelque part premier flic de Belgique. Il montre franchement l'exemple. Et donc M. Joy Donnet connaît parfaitement toutes les manières de se comporter pour faciliter des paiements occultes, puisqu'il a travaillé pendant 10 ans sous les ordres de M. Vredax et de M. Fontinoy à la régie des bâtiments. On n'est pas étonné que l'avocat italien de Myriam Kuhn, qui avait travaillé
contre la mafia en Italie dit qu'en Belgique, on est vraiment dans... C'est vraiment des structures mafieuses, quoi. Là, quand on entend ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Comme je vous l'avais déjà expliqué auparavant, on considère que plus on se situe au nord, la Finlande, la Norvège, la Suède ne connaissent quasiment pas la corruption. Je dirais que l'Angleterre, l'Allemagne la connaissent, mais pas de façon excessive. Et puis vous avez la Belgique, qui est une espèce de bulle, où en fait on a un niveau de corruption qui est celui de pays beaucoup plus au sud, comme la Grèce ou des pays du continent africain. Voilà. Alors, il y a ça, il y a sans doute sa situation géographique qui l'explique, son histoire. Bon, parce qu'on a on a quand même le port d'Anvers, qui est le lieu d'un trafic intense. Mais il y a aussi une question culturelle, avec cette division, mais ça on pourra en parler une autre fois, mais cette division nord-sud, qui est énormément alimentée par les médias, où en fin de compte on se rend compte qu'il y a plus de points communs entre le nord et le sud que ce qu'on veut nous faire croire, comme il y a aussi beaucoup plus de points communs entre les politiciens qui font s'entendre de se disputer. Disons qu'il y a vraiment... on alimente une dispute, des conflits, et pendant ce temps-là, les autres font leur petit cinéma et s'arrangent entre eux, quoi. Voilà, donc il n'y a rien de tel que d'alimenter l'agressivité entre flamands et wallons, ou entre bruxellois et wallons, ou entre bruxellois et flamands, et ainsi de suite. Ça constitue une excellente diversion, et pendant ce temps-là, effectivement, les affaires peuvent se poursuivre. Et donc on retrouve de nouveau les... Mais quand il s'agit d'aller manger aux Fourneuses, Tout à fait. vous retrouvez quelqu'un comme Jean-Claude Fontinoy qui ne parle pas un mot de flamand, qui est bien là et qui discute avec des gens. Vous retrouvez des gens du Parti Socialiste qui officiellement ne savent pas parler avec les gens de la LVA, mais qui se retrouvent quand même à la même Moreau, table. Bardewever... Et qui Aussi, sont on impliqués lourdement dans des affaires immobilières que Apache a bien révélées, puisque le fonds de pension du Parti Socialiste à Liège est impliqué dans des affaires avec la NVA dans l'immobilier anversois. Voilà. Donc je voudrais également dire que M. Renders et M. Fontinoy s'appuient sur un réseau bien clair aussi. Il y a eu une guerre au sein du MR, mais donc il y a une branche rendersienne au MR. Et Georges-Louis Boucher, le nouveau président, a quand même servi de 2009 à 2010, c'est pas très long, mais comme il est très intelligent, il a eu le temps d'apprendre très vite. Il a servi au cabinet de M. Renders. Et toute personne qui a servi à l'intérieur du cabinet de M. Renders, s'il a un niveau intellectuel suffisant, doit avoir compris dans quel jeu il jouait. De même, M. Géolet, M. Cruc, M. Baclaine, et son frère, parce que je vous le donne en mille, quel est le boulot du frère de M. Baclaine? Il est promoteur immobilier. Tiens. Oui. Et on le retrouve dans toute une série de... Jean-Luc Cruc qui veut nous refaire l'ensemble des luminaires des autoroutes de la région wallonne. C'est intéressant. En voyant tout ça, on se dit qu'il doit bien y avoir quelques intérêts cachés, mais on ne va rien insinuer. Sans doute qu'il est blanc comme neige. Alors, il y a un certain nombre de patrons qui n'ont pas été indifférents au chant des sirènes de M. Renders. Je voudrais souligner le rôle de M. Paul Beuys, qui s'avère en fait très proche de M. Koen Blewer, dont on a déjà parlé précédemment. M. Paul Beuys, qui a été patron de Bécart en son temps, et qu'on retrouve dans une gradation qui va vers l'avant, puisqu'il est passé rapidement... il a reçu le titre de baron, et puis il a reçu le titre de comte. Tiens. Ce serait intéressant d'aller voir si ces nominations ont été faites par M. Mattray ou pas. Il y a toute une série de patrons dont je vous ai dit qu'ils m'avaient fait des réflexions assez désagréables. Ce sont les seules personnes qui m'ont fait des déclarations désagréables concernant ma démarche. Pas de menace encore? Alors j'ai reçu des menaces précédemment, puisque j'ai été menacé de mort par M. Franceus. Depuis lors, je pense que le fait d'être sorti du bois fait que je n'ai pas été menacé, mais je vous avoue que je considère mon attitude comme audacieuse, et peut-être même plus, on va dire ça comme ça. Monsieur Francis, dont l'avocat vous a mis en demeure, et nous donc indirectement, de retirer directement les articles qu'on avait mis. On ne l'a pas fait, on n'a pas eu de nouvelles. C'était une tentative d'intimidation. Oui.
Donc, je voudrais terminer aussi pour vous dire que M. Renders a bénéficié, et bénéficie toujours, parce qu'il est venu il n'y a pas tellement de temps en Tout à fait. Bruxelles, de M. Sarkozy, qui est donc inculpé dans le dossier libyen chez eux, donc en France. M. Sarkozy donc, a toujours été très proche de M. Renders, et voilà. On constate aussi une proximité entre M. Renders et M. Sarraj, qui est donc un des tenants de la guerre en Libye. Voilà. On ne manquera pas de reparler de tout ça et de creuser le sujet. Merci Nicolas Lenz. Avec plaisir.